Et maintenant, les 10 renoncements qui ont fait la France, c'est le titre d'un ouvrage original où Thierry Breton est allé chercher dans les recoins les plus reculés de notre histoire de France les raisons de la crise actuelle, une sorte de psychanalyse du pays par son histoire. On en parle tout de suite avec le lointain successeur de Turgot au ministère de l'économie. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. J'évoque Turgot qui fut ministre de Louis XVI parce qu'il fut l'un de vos prédécesseurs en charge de l'économie et des finances, un réformateur renvoyé par le roi. On va en parler dans un instant. Avant ça, j'aimerais que vous nous présentiez votre méthode. Les 10 renoncements qui ont fait la France, de l'édit de Nantes à la terreur, en passant par les accords de Munich ou le rejet du projet de communauté européenne de la défense. Pourquoi être devenu historien le temps d'un ouvrage qui explique la crise d'aujourd'hui ? Vous l'avez compris, David Abiker. Parce que par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'allais même dire plusieurs années, j'ai eu le sentiment que nous étions rentrés dans une phase de renoncement. Certains pourraient même dire de grand renoncement. Pourquoi dis-je cela ? D'abord parce qu'évidemment, la France ne maîtrise plus ses finances publiques. Et quand on ne maîtrise plus ses finances publiques, on ne maîtrise plus grand-chose. Certains commencent à dire du reste qu'un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Et je me suis dit, au fond, est-ce que ce sentiment que j'ai depuis maintenant plusieurs années, voilà, on fait plus un budget en excédent, même à l'équilibre depuis 1974, on est complètement submergé par une dette qu'on ne peut plus arrêter, la voix de la France porte de moins en moins en Europe, parce que précisément par rapport à nos partenaires, nous, on tient pas nos objectifs et on est de moins en moins crédible. Et je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est la première fois dans notre histoire que on renonce comme ça collectivement, ou est-ce que c'est arrivé ? Et dans ce parcours historique que je propose aux lecteurs et que j'ai moi-même poursuivi au cours des dernières années, parce que j'ai mis plusieurs années à travailler à ce livre, à y réfléchir, je me suis arrêté non pas aux grandes heures qui ont fait notre nation, et on l'apprend évidemment dans notre scolarité, et c'est très important parce que ça fonde le socle de nos valeurs communes, mais au moment où on a raté quelque chose, au moment où finalement on a renoncé. Et donc, oui, je propose donc 10 renoncements, enfin 9 plus précisément, parce que le 10e c'est celui dans lequel nous sommes, non pas encore une fois pour être défaitiste, mais au contraire pour essayer de démonter le mécanisme du renoncement et voir comment on s'en sort au fond. Voir aussi ce que ça nous lègue, ce que ça nous apprend de nous-mêmes, et aussi les conséquences pour nous. Alors j'en tire déjà une conséquence, si vous voulez bien, et vraiment c'est un fil conducteur. On ne gagne jamais à renoncer. Toujours, le prix à payer est incommensurable par rapport aux bénéfices de l'instant. Toujours, on va renoncer parce qu'on va dire, vous voyez, voilà, il y a une situation qui devient un peu compliquée, inextricable, et on va être malin. On va essayer de gagner un petit peu de temps. Suivez mon regard par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, David Abiker. Et on est malin, donc voilà, on fait pas les réformes qui vont bien. Vous venez de mentionner Turgot. Turgot, c'est 14 ans avant la Révolution française. La France est dans une situation inextricable, totalement surendettée. 40% des finances du royaume servent à payer les intérêts de la dette déjà. Et au fond, le roi va appeler Turgot, qui est un libéral. On dit qu'il a été du reste l'inspirateur d'Adam Smith. Il vient, il était contrôleur général à Limoges. Il arrive à Versailles et il va réformer la France pendant 2 ans. Et c'est pour ça qu'on va le renvoyer. Premier renoncement. Enfin, un des premiers renoncements. Et pourquoi ? Eh bien parce que les corporatismes se réveillent et disent non. Tiens, c'est un peu comme ce qu'on vient de vivre à l'Assemblée nationale. Et il est renvoyé. Et en le renvoyant, Louis XVI lui dit, il y en a que 2 qui s'intéressent au peuple, c'est vous et moi. Oui, sauf que 10 ans plus tard, c'est la Révolution française, parce que précisément, on ne réforme pas. Leçon, ne jamais arrêter, stopper, freiner, décaler une réforme qui a été engagée. On va prendre ces renoncements, on va essayer de les prendre dans l'ordre chronologique. Vous avez grillé une étape avec Turgot. Avant cela, il y a l'édit de Nantes, dénoncé par Louis XIV. Ça fait partie des grands renoncements de la France. Un, à une certaine forme de tolérance religieuse, puisqu'il s'agissait de dénoncer la pratique du protestantisme et de revenir sur la tolérance vis-à-vis de cette religion. Pourquoi vous l'avez placé parmi les tout premiers renoncements ?
renoncement français? D'abord parce que chronologiquement, c'est celui par lequel je démarre. Et puis aussi, j'ai essayé à chaque fois d'avoir une correspondance, une relation avec ce que nous vivons. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous? Et c'est vrai que l'édit de Nantes, on sait que la France, fille aînée de l'Église catholique, évidemment, donc avait finalement par accepté ces réformés, cette religion prétendument réformée, avec quand même des centaines de milliers, voire plus d'1 million de nos anciens, de nos ancêtres, qui étaient protestants. Et croyez-moi, à l'époque, enfin bon, on le lit dans le livre, bien sûr, mais on le sait, les relations étaient quand même pas très faciles entre les catholiques et donc les réformés, les huguenots. Mais enfin, finalement, on trouve un moyen, c'est extraordinaire, c'est d'une modernité incroyable, d'avoir des communautés qui vivent ensemble, 2 églises séparées, et au fond, tout ça va s'intégrer de façon assez harmonieuse et très tolérante, comme vous venez de le rappeler. Et puis patatras, Louis XIV va décider finalement de rayer tout ça d'un trait de plume et va décider de révoquer ce qui faisait une vraie modernité de la France. Il se trouve que les Huguenots étaient quelque part un peu des libéraux. C'était des entrepreneurs, c'était des marchands, c'était aussi des grands commis de l'État, c'était des imprimeurs. Quelle leçon on en tire pour aujourd'hui? Et ils vont tous finalement fuir la France. Donc peut-être un parallèle avec la fuite des cerveaux, parce que les Huguenots étaient des entrepreneurs fabuleux. Ils fuient la France, ils vont donc renforcer l'Europe et la rendre plus libérale. La France se renferme sur elle-même et on voit finalement, et on paye tout ça. Vous savez, voilà, il se trouve qu'on en parle encore aujourd'hui, je dirais presque comme si c'était hier. La leçon, c'est évidemment, quand on a réussi à bâtir, je dirais, ce respect du vivre ensemble, cette tolérance, il faut évidemment le garder comme un trésor, et chacun apporte sa richesse. Voilà, moi je vais vous dire, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais on vit évidemment une situation qui est une situation qui est complexe, là aussi, pour accepter les uns, les autres. Quand je vois que des Français en sont aujourd'hui à se dire s'ils peuvent rester en France, je pense en particulier à nos compatriotes de confession juive, c'est tout à fait incroyable, invraisemblable, que certains vont se dire qu'ils ne peuvent plus rester en France, et donc qu'il faut qu'ils émigrent. Bien sûr, ce n'est pas ça la leçon, mais quand même, la tolérance fait partie de nos valeurs fondamentales, ne l'oublions pas. Est-ce qu'il faut dénoncer cet accord franco-algérien de 1968? Je ne fais là aucun parallèle, si ce n'est que il est lié au rapport de la France avec le reste du monde, et notamment avec l'Algérie. C'est un sujet qui ne vous a pas échappé. Et vous voyez, David Abiker, je crois que dans les moments extrêmement difficiles, complexes que nous vivons, c'est très important de faire référence à l'histoire. C'est le parcours que je propose évidemment aux lecteurs, que j'ai fait moi-même évidemment au cours des années passées, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, non pas pour regarder de façon nostalgique, mais pour se mettre en situation de comprendre et rebondir. Ne pas le dénoncer serait un renoncement, ou au contraire, le dénoncer est-il être infidèle à notre histoire? D'abord, c'est se demander d'où il vient. Il vient de 1962, évidemment, des accords d'Évian, donc dans cette décolonisation, il faut l'appeler comme cela, évidemment, de l'Algérie par rapport à la France, et au fond, pour faire en sorte que ces communautés qui, pendant plus d'un siècle, ont vécu ensemble, je parle évidemment donc de la communauté algérienne, mais aussi des Français, qui étaient de l'autre côté de la Méditerranée, puissent continuer à vivre ensemble. Ces accords d'Évian vont permettre, je dirais, de rééquilibrer. Et il y a une libre circulation, au fond, entre la France et l'Algérie. C'est les accords d'Évian qui vont s'avérer être finalement trop avantageux ou pas assez. Enfin, ça va discuter. Les Algériens vont considérer qu'il y a trop d'Algériens qui vont travailler en France. Est-ce que ce vote vous attriste, Thierry Breton? Est-ce que ce vote vous attriste? Non, ce vote, il faut l'entendre. 74% des Français l'entendent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au fond, ces accords qui ont été revus ensuite en 1968, puisque c'est ça dont il s'agit, pour rééquilibrer précisément ce qui avait été décidé en 62, je dirais que ce vote nous dit que, il faut peut-être maintenant tourner la page. Voilà, on l'a tourné. Ça fait maintenant 60 ans. Et donc, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Faisons en sorte que la relation avec l'Algérie se fasse comme avec un pays normal, normalisé. Mais on voit bien que c'est pas uniquement sur les accords de 68 qui ont été du reste depuis revus 3 fois, mais c'est sans doute de façon plus générale qu'il faut prendre ce sujet. C'est un sujet, me semble-t-il, à traiter lors de la prochaine présidentielle.
On va pas faire les 10 renoncements, mais je voudrais qu'on s'arrête aussi sur le rejet de la communauté européenne de défense, parce que il est totalement d'actualité. On se dit, on a peut-être loupé le coche à ce moment-là. De Gaulle n'en voulait peut-être pas de la communauté européenne de défense, et finalement aujourd'hui on se dit, mais l'Europe est pas prête à se défendre, la guerre est à nos portes. Est-ce qu'on n'aurait pas dû s'y prendre plus tôt, dès 1954 ? Et surtout, là encore, quitte à l'origine de ce rejet, la France. Et la France est à la fois à l'origine des idées, et la France, quelquefois, va être aussi à l'origine de celui qui ne les met pas en œuvre. On est en 1954. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'ai dit que De Gaulle n'y était pas favorable, il n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Et non, c'était Mandas France, voilà. Et on va y revenir. Mais on est en 54, et effectivement, les 6 pays fondateurs de cette Europe naissante vont décider, ensemble, de créer une armée commune, de créer donc une défense commune européenne, soutenue en cela et par les États-Unis, et par la Grande-Bretagne, et bien sûr par l'ensemble des 6 pays. C'est une idée de Schuman et de Monnet. Ce sont des Français qui vont porter cette idée. Eh bien, il faut aussi ensuite le faire voter par les parlements donc des 6 pays. 5 des pays vont le voter, et puis il y a la France, qui a été à l'origine. Et là, discussion, à n'en plus finir, coalition un peu de situation, un peu hybride, baroque, les communistes, les gaullistes, qui vont se réunir et qui vont dire non. Certains parce qu'ils vont trouver que c'est trop d'inspiration américaine, d'autres parce que c'est contre les soviétiques, les troisièmes parce qu'il ne faut pas réarmer l'Allemagne, et finalement Pierre Mendès France va laisser faire, et patatras. Eh bien, la France vote contre, alors qu'elle avait porté l'idée. Donc, à ce moment-là, en catastrophe, on va réinventer une Europe qui va être plus mercantile, une Europe marchande. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et aujourd'hui, la France est porteur de cette idée, à juste titre, d'un réarmement de l'Europe. Mais il faut jamais oublier que vis-à-vis de nos partenaires, on vient aussi de là. Thierry Breton, dernière question. Vous avez été aux affaires, vous faites partie d'une génération de décideurs qui ont eu le destin de la France en main. Comment s'organise le renoncement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un problème de formation des élites ? C'est des circonstances historiques ? Le monde est plus complexe à gérer ? Ou alors, au contraire, l'histoire a déserté et on se retrouve uniquement dans des décisions technocratiques, et dès que on veut refaire souffler le vent de l'héroïsme, du romantisme national, ou tout simplement du récit ou de l'ambition nationale, il n'y a plus personne parce qu'on est uniquement dans une république de comptables. Je cite aussi dans le livre, j'aurais pu écrire les 10 rayonnements qui ont fait la France. Parce que la France, c'est des très grands moments. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le Code civil, c'est évidemment la Renaissance gaullienne. C'est Adolphe Thiers qui, en 1871-72, va décider de payer les dommages de guerre le plus rapidement possible. Donc des hommes se lèvent. Et ces hommes, et dont je viens de citer à l'instant quelques-uns, évidemment, qui sont aussi ce que nous sommes, en tout cas leurs légataires, eh bien finalement, ils se lèvent, ils font fi de leurs propres intérêts personnels, de leur petite vision partisane, et ils ont uniquement l'intérêt général chevillé au corps. Je suis convaincu qu'il y en a encore, peut-être du reste pour la prochaine présidentielle, aucun de ceux que l'on vient de citer. Mais dans les moments aussi difficiles, l'histoire nous apprend que des hommes se lèvent. Eh bien, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Ça vous donne des idées, ça, Thierry Breton ? Vous citez la présidentielle, vous dites des hommes se lèvent. Est-ce que Thierry Breton pourrait l'être ? Je dis du reste des hommes, vous avez raison de le dire, ou des femmes. Ou des femmes. Mais vous, ça vous tente pas, la présidentielle ? Des hommes ou des femmes. Thierry Breton, des hommes ou des femmes, et surtout les 10 renoncements qui ont fait la France, c'est paru chez Buchet-Sastel-Plon. Ça passionnera tous les passionnés d'histoire, et puis ceux qui veulent savoir pourquoi on en est arrivé là. À bientôt, Thierry Breton. Merci.